Alors, bonjour. Est-ce que pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Di Giacomo. Je suis responsable du développement des écosystèmes BIM chez Autodesk pour le marché européen, même s'il m'arrive de voyager dans d'autres pays que sur le territoire européen. Et je suis architecte de formation. Ça fait 16 ans que je suis chez Autodesk. J'ai lancé il y a 16 ans Revit, qui est un logiciel BIM qui est utilisé par de nombreuses sociétés sur de nombreux projets. Je me suis occupé aussi de suivi méthodologique et technique pour notamment de grandes agences d'archi et de moins importantes, mais aussi je me suis occupé d'entreprises de construction, de sociétés d'ingénierie, et je suis l'un des experts BIM pour Autodesk. D'accord. Et vous arrive-t-il de travailler aussi sur des projets architecturaux ou en parallèle aider des agences d'architecture à installer le BIM? Alors, je l'ai fait à une époque, c'est-à-dire que pendant 6 ans, comme je le disais dans ma présentation, je me suis occupé de suivi méthodologique et technique pour un certain nombre d'agences et de sociétés. Donc, j'ai travaillé notamment avec Brunet Saunier Architecture, Atelier de 3-4, DGLA à l'époque, Zaadid au Royaume-Uni, Gaeo Lenti en Italie, Piero Lissoni, etc. Donc, on a travaillé effectivement ensemble sur des projets, mais plus sur l'aspect, on va dire, méthodologique de l'utilisation de solutions BIM. Et par ailleurs, je fais quand même de la modélisation par passion et pour aussi comprendre finalement les possibilités de ces nouvelles approches. Et j'ai une file utopique qui s'appelle Revit Architecture Utopic City sur Facebook, qui est suivi par 90 000 personnes dans le monde. Donc je continue quand même à modéliser. Le BIM est souvent considéré comme un outil de modélisation d'une maquette numérique. Mais selon vous, qu'est-ce que le BIM? Alors, en France, on entend beaucoup dire que le BIM est un outil. Le BIM n'est pas un outil. Le BIM, c'est un processus. C'est une manière de collaborer, de travailler ensemble entre tous les acteurs du projet. Ça inclut bien entendu la collaboration, c'est-à-dire cette capacité, depuis les premières esquisses du projet jusqu'à même la gestion et la maintenance, voire la déconstruction du projet, de travailler ensemble. Donc c'est un processus vraiment collaboratif où on va tous échanger autour d'une ou plusieurs maquettes. On va être capable de la faire évoluer, cette maquette, de détecter des incohérences, de la faire évoluer dans le temps. On va être capable de s'en servir pour gérer la construction du projet, et gérer aussi sa gestion et sa maintenance. Et point très important, on constate depuis, on va dire, 3 à 5 ans, un fort intérêt de la part des acteurs du projet pour les données qui sont contenues dans la maquette, puisqu'en fait, BIM, ça veut dire Building Information Modeling, donc ça c'est le processus, mais c'est aussi Building Information Model, qui est en gros la résultante, si vous voulez. Alors en France, on parle de maquette numérique, mais c'est très restrictif parce qu'une maquette numérique, ça fait plus de 30 ans qu'on en fait. Une maquette numérique, c'est souvent géométrique. Et donc, parler de maquette numérique, c'est pas approprié. Donc, c'est une maquette numérique intelligente. Et on se rend compte que le I est très important. Donc, les informations, ce que les anglo-saxons appellent la data, c'est de plus en plus important. On voit que la maîtrise d'ouvrage s'intéresse fortement à la data qui est contenue dans les maquettes pour pouvoir, d'une part, exploiter le bâtiment de manière optimale, gérer le coût, les consommations énergétiques, les quantités dans le bâtiment, gérer par exemple l'entretien, les dates de changement d'ampoule ou le remplissage des extincteurs ou les révisions des chaudières, etc. Donc le processus va jusqu'à l'exploitation, et je dirais que c'est même c'est ce qui est le plus important, jusqu'à l'exploitation des données structurées, bien entendu, qui se trouveraient dans les maquettes. Et selon vous, est-ce que l'architecte a-t-il besoin du BIM dans la conception? Alors, est-ce que l'architecte a besoin du BIM dans la conception? En fait, je l'exprimerai peut-être pas comme ça. Je dirais que le BIM est un processus qui permet
de fiabiliser et d'accélérer le processus de conception. Je m'explique. L'architecte, dans l'absolu, n'a pas besoin de BIM pour concevoir, il a besoin de son cerveau, de son imagination, de son savoir, de sa poésie, de sa compréhension des besoins des personnes, de son écoute, etc. Il peut travailler de manière, on va dire, classique, mais le problème d'une approche classique, qu'elle soit CAO, donc déjà numérique, ou qu'elle soit manuelle, c'est qu'on va mettre 10 fois, 100 fois plus de temps que si on utilisait un processus tel que le processus BIM. Et je dirais que pour son efficacité, voire même pour sa survie, l'architecte a besoin de travailler en BIM maintenant. Pourquoi ? Parce que la majorité des projets qui se font dans le monde se font sous forme BIM maintenant. C'est devenu même une obligation dans la majorité des pays du monde entier. La France est la seule exception, mais il y a une obligation de facto dans le sens où un maître d'ouvrage ou une entreprise de construction ou une ingénierie, de toute façon, quand bien même l'architecte ne ferait pas de maquette BIM pour la discipline architecture, de toute façon, derrière, vous auriez le bureau d'études ou l'entreprise de construction qui viendra en recréer une pour justement éviter des erreurs de conception où on n'aurait pas vu que, par exemple, on n'a pas prévu des réservations pour faire passer les gaines, les tuyauteries, etc. Et du coup, toutes les erreurs de ce type-là sont génératrices de surcoûts sur le chantier, de besoin de détruire, etc. Et du coup, l'architecte qui ne travaillera pas de cette manière-là se retrouvera en position de faiblesse, puisqu'il sera responsable finalement de tout un certain nombre de maux et du coup de surcoût qu'on va trouver sur les chantiers. Donc je dirais que d'un point de vue architectural pur, l'architecte a besoin de sa sensibilité, de son savoir, etc. pour concevoir, c'est déjà la base. Ensuite, peu importe l'outil, mais il y a des outils qui vont effectivement accélérer, aider, etc. Et je n'ai pas abordé les aspects de simulation, mais ce qui est important pour le BIM, c'est que ça vous apporte une maîtrise de votre projet, à savoir maîtriser toutes les quantités qu'il y a dans le projet et du coup les coûts associés finalement à ces quantités. Donc l'architecte va maîtriser tout cela. L'architecte va devenir redevenir le chef d'orchestre, puisque à partir du moment où il va recréer une maquette BIM, c'est lui qui va quelque part ordonner aux autres disciplines de s'adapter à son projet plutôt que l'inverse. Parce que s'il se retrouve à discuter avec des ingénieurs ou des bureaux d'études ou des entreprises de construction qui lui disent « votre projet devrait être construit comme ça, comme ça, comme ça », lui, il n'a pas un moyen pragmatique et rationnel de le prouver. Alors que si dès le début, il conçoit son projet en 3D et en BIM, il pourra tout de suite prouver que sa conception est la bonne approche. Et il ne se fera pas imposer des choses ou des directions constructives, etc., par les autres intervenants du projet. Il y a vraiment cette notion de pouvoir qui est très importante dans le BIM. Et l'architecte qui ne passera pas au BIM, il perdra de toute façon totalement le pouvoir sur son projet. Et pensez-vous que cette nouvelle méthode de travail amènera une disparition de la représentation à la main et au code classique de rendu, plan, coupe, élévation et bien d'autres, pour faire place à une autre mode de représentation en 3 dimensions? Je ne pense pas que ça va remplacer les modes de représentation classiques. Encore une fois, on va dire que ça va les banaliser, ça va les banaliser, j'entends l'acte de représenter, c'est-à-dire l'acte du dessin, de tirer des traits, tirer des lignes, des arcs de cercle, etc., va s'automatiser. Ce sont des tâches qui ne sont pas dans l'absolu d'ailleurs des tâches à valeur ajoutée, puisque quand on représente, moi pour être passé typiquement de la table à dessin à l'ordinateur, bon, j'ai eu quelque part d'une certaine façon la chance de ne pas passer par l'étape logiciel 2D, parce qu'à l'époque où j'ai fait mes études, il y avait déjà des technologies 3D sur Mac, etc. Donc il y avait déjà une forme d'automatisation de la représentation.
C'est ce qu'on trouve au niveau du BIM actuellement, c'est que là où dans un processus CAO classique, si on prend un exemple de logiciel AutoCAD, on va faire des lignes de rappel, c'est-à-dire qu'on va faire un plan, on va faire des lignes de rappel, des rabats, etc. pour faire des coupes, pour faire des façades, pour faire des ombrages, etc. Le BIM va automatiser tout ce processus-là, puisque vous prenez des solutions BIM comme Revit, les documents du projet sont extraits automatiquement de la base de données. Donc il y a une banalisation de l'acte de la représentation géométrale, si vous voulez. Après, d'un point de vue sensibilité de la représentation, on aura toujours ce travail-là qui sera malgré tout important, puisque si on prend une vue extraite à froid comme ça d'une maquette BIM, elle est quand même brute de fonderie, elle est, je dirais, même laide et sans sensibilité. L'architecte va pouvoir apporter cette touche finalement effectivement sensible de représentation du bâtiment dans toute sa diversité, avec ses coloris, les ombrés, les épaisseurs de traits, etc. Ça, c'est pas le logiciel qui va le faire en automatique. Peut-être qu'à terme, ça le deviendra, si vous voulez, ce sera peut-être quasiment photographique, mais en tout cas, cet acte-là, il y aura toujours un petit processus manuel. Votre question est intéressante sur est-ce que finalement ces représentations quelque part géométrales vont disparaître au profit de représentations tridimensionnelles. Je ne pense pas, parce qu'il y aura toujours besoin de pouvoir représenter finalement à plat une coupe ou une façade, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins qui sont liés à la cotation, à la notation, qu'on peut faire effectivement sur des axonométries ou sur des perspectives, mais qui sont moins faciles. Par contre, ce qui est évident, c'est que de cette facilité qu'on a à extraire des morceaux de vue ou des vues complètes 3D d'une maquette BIM, ça va aider à la communication du projet. Ça veut dire que typiquement, sur les chantiers, là où autrefois, ou même dans un dialogue avec son client ou avec le maître d'ouvrage, là où autrefois on avait tendance à imprimer des plans en grand format, à les accrocher sur un mur, on va avoir de plus en plus de situations où on va avoir des écrans numériques, où on va pouvoir manipuler une maquette à la main, la bouger, la scinder, l'éclater, la découper comme du fromage, de manière à pouvoir venir complètement décortiquer le bâtiment et expliquer aussi bien à un client lambda ce que sera son projet, qu'à des ouvriers comment ils doivent construire un mur ou un sol ou une toiture, etc. Parce qu'on va être capable de décortiquer totalement cette information. Et si on rajoute à cela toutes les nouvelles approches, typiquement réalité virtuelle, et réalité augmentée ou réalité mixte, on va rajouter un niveau d'excellence dans la représentation du projet qu'on n'a pas de manière classique. Mais par contre, il ne viendra jamais remplacer une représentation entre guillemets bidimensionnelle. Parce que même si vous voyez une vue qui vous paraît finalement être bidimensionnelle, une coupe ou une façade, etc., derrière, il y a toute une base de données 3D. Donc c'est simplement une caméra qui vient regarder parfaitement en 90 degrés le bâtiment. Donc en fait, ces modes de représentation vont continuer à vivre les uns à côté des autres, mais effectivement, la partie 3D, avec toutes ces déclinaisons, réalité virtuelle, augmentée, mixte, etc., les hologrammes, tout ça, ça viendra complètement enrichir toutes ces approches de communication du projet. Parce que dans les faits, on parle de ça, de communication du projet. Et on sait que le BIM, les études disent que sur les avantages qui sont perçus ou qui découlent de l'utilisation du BIM, les utilisateurs vous disent à 97%, c'est la communication du projet. Et c'est effectivement lié à la partie 3D aussi. Et
au niveau pour la partie architecte, avez-vous remarqué un nouveau dialogue ou un changement de processus de travail avec le BIM par rapport aux anciens outils en CAO-DAO? Une manière différente de travailler Oui, chez l'architecte, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, puisque encore une fois, jusqu'à il y a très peu de temps, et c'est toujours le cas, parce que le taux d'adoption dans les agences d'architecture du BIM, alors je vais dire que la 3D, même si c'est anecdotique, parce que la 3D on en fait autrement qu'au travers du BIM, mais la quasi-majorité, non, je vais être plus précis que ça. On estime qu'il y a 30 à 35% des agences d'architecture en France qui travaillent en BIM. Donc on va par extension dire que c'est en 3D. Ça veut dire qu'il reste en gros 65% des agences qui travaillent encore en 2D. Donc le premier gros avantage, c'est la 3D. Et bien évidemment, quand on travaille en 3D, on ne travaille plus du tout de la même manière. Le processus même intellectuel et qui tourne autour de la conception n'est plus du tout le même. Ça change complètement la donne, le fait de pouvoir travailler en 3D. Déjà, travailler avec des plans, des coupes, etc. en 2D et une maquette carton, ça change beaucoup de choses. Travailler avec des outils basiques de modélisation 3D, ça change quelque chose en plus. Travailler en 3D, en BIM, ça change encore plus de choses, puisque justement, on détecte tout de suite les incohérences du projet. On est tout de suite en train de manipuler une maquette du bâtiment qui va se construire, et ça donne tout de suite une réalité à son projet. Il y a cet aspect-là, donc il y a cette dimension supplémentaire de la troisième dimension, de la quatrième dimension avec les quantités, puisque très rapidement aussi, on est capable d'estimer une enveloppe grossière du coût de notre projet, donc ça change beaucoup de choses, parce qu'on peut prendre les bonnes décisions finalement dès le début. Et après, il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'aspect collaboratif. Alors en faisant exception des mono-agences où vous avez juste une personne, deux personnes qui ne collaborent pas ensemble, si on prend des agences, des structures, vous allez avoir 3, 4, 5, voire plus de personnes, le BIM change énormément de choses parce qu'il permet de travailler ensemble en temps réel. C'est-à-dire de travailler tous autour d'une même maquette, de la voir évoluer sous nos yeux, parce qu'il y a des personnes qui vont travailler sur un morceau du projet, d'autres sur une autre partie du projet. Et ça change totalement l'organisation même autour du projet. Autrefois, en processus classique, on avait des organisations qui étaient du type telle équipe travaille sur les façades, l'autre équipe va travailler sur les plans, l'autre sur les détails. Le BIM, ça change radicalement les choses, puisque il n'y a plus ce type d'organisation, n'est plus possible. Donc on pourrait, mais ce serait complètement ridicule de structurer les choses comme ça. Donc à partir du moment où on va travailler à 3 ou 4, voire plus, sur un projet en collaboratif, sur un serveur distant, ça change les rapports entre les personnes. Et cette notion de pouvoir dont je parlais, elle est fortement présente. Un chef de projet qui dirait à un jeune archi, peu importe qu'il soit jeune ou pas d'ailleurs, tu ne travailles que sur les façades, il doit être conscient du fait que travailler sur cette façade, c'est plus sur un document graphique qu'on travaille, mais le fait de venir déplacer une fenêtre ou une porte ou de la supprimer ou un toit, ça va impacter tout le projet. Donc on appréhende le projet de manière globale. Donc effectivement, ça responsabilise encore plus les personnes qui travaillent sur le projet. Donc ça change effectivement énormément de choses. Et donc vous avez cité quelques avantages. Est-ce que vous en voyez encore d'autres et des inconvénients aussi sur cette utilisation de cette méthode de travail chez les architectes ou en agence? Oui. Il y a énormément d'avantages. Effectivement, j'en avais parlé avant, c'était l'automatisation de la documentation du projet, la maîtrise des quantités et donc du coût du projet, la maîtrise du temps aussi, puisqu'on est capable d'affecter des notions de phasage du projet, donc dans le temps. Il y a dans
comment dire, dans les avantages, il y a cette fiabilité indéniable qui est liée à l'utilisation de technologies paramétriques du type Revit, où quand vous faites une erreur de conception, le logiciel va vous informer de cette erreur. C'est-à-dire qu'en exagérant, en exagérant au maximum, si on met une cloison devant une fenêtre ou une porte, le logiciel va vous le dire. Si vous touchez une hauteur de niveau, il va vous dire attention, ça va impacter tout le projet, etc. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Donc il y a cette notion de fiabilité globale autour du projet, d'anticipation des erreurs. Il y a cette notion dans les avantages aussi, l'avantage de la collaboration, déjà au sein de l'agence, mais aussi dans son rapport avec les autres partenaires que sont les bureaux d'études et les entreprises de construction. Définitivement, ça facilite la communication avec les autres acteurs du projet et avec la maîtrise d'ouvrage, bien entendu. Il y a cette puissance aussi qui est liée à l'exploitation des informations qui se trouvent dans les maquettes. Après, je dirais, vous m'avez demandé pour les inconvénients. Les inconvénients, c'est quand on a travaillé depuis très longtemps de manière, on va dire, classique, bidimensionnelle, il y a toujours cette phase de transition qui est toujours un peu difficile à passer. C'est-à-dire comment est-ce que je passe d'un modèle classique finalement, d'un modèle de travail classique à un modèle BIM élaboré, comment est-ce que je me forme, combien ça va me coûter, etc. Donc ça, ce sont des écueils qu'il faut arriver à franchir. Dans les inconvénients, et c'est une résultante de ça aussi, c'est si j'effectue pas cette transformation numérique de mon entreprise, c'est quel risque je prends par rapport d'une part aux autres acteurs du marché ou par rapport au fait que de plus en plus d'appels d'offres ou de concours sont demandés en BIM. Quels sont les risques que je prends par rapport à tout ça? Les risques, c'est aussi le fait que peut-être les nouvelles générations ne sont pas suffisamment formées sur ces nouvelles technologies-là. Mais je pense que le plus gros risque, il est vraiment sur la non-transformation. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance à penser que oui, c'est pas obligatoire, donc je le ferai quand j'aurai le temps, ou quand j'aurai un peu d'argent, etc. Mais c'est un risque gigantesque parce qu'on voit que nos voisins, eux, sont en train d'effectuer cette transition numérique. On voit que les Britanniques, par exemple, c'est piloté par leur gouvernement, comme nous par ailleurs, mais les Britanniques, c'est 72 millions de pounds qui sont investis par le gouvernement britannique pour la transformation du secteur de la construction, alors qu'en France, là ça a été annoncé, la deuxième version du plan de transition numérique dans le bâtiment, c'est 5 millions d'euros. Donc vous voyez, 75,5, on voit que les moyens ne sont pas les mêmes. Donc le risque, il est énorme de voir tout un tissu, tout un environnement d'entreprises, d'agences d'archi, etc., ne plus être à la hauteur par rapport à la concurrence européenne même. Donc je dirais que les plus gros risques ils se situent là, avec le risque de perdre une partie de ces populations-là si elles ne font pas cette transition. Et est-ce que vous voyez une atteinte à la créativité de construire? Une atteinte à la créativité de construire. La créativité de construire, oui. Ou la créativité tout court? Ou surtout de concevoir dans la conception? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que finalement, je crois que j'avais déjà cité cet exemple parce qu'il l'a donné, mais quelqu'un comme Jean-Paul Viguier dit que, alors ça c'est son sentiment, mais que je partage en grande partie, c'est que 80% de l'ADN d'un projet, il est inclus dans les premiers croquis qu'on fait d'une idée d'un projet. Si vous prenez de grands architectes comme Renzo Piano, vous regardez ses premiers croquis,
tout l'esprit du projet est dedans. Donc finalement, une atteinte à la créativité ou à la capacité à créer avec le BIM, non. Je veux dire, c'est sûr que si on part d'outils assez rigides et si on pense pouvoir créer totalement from scratch à partir d'un outil BIM qui serait plus ou moins rigide, il y a des risques qu'on soit moins créatif que dans un processus classique où on va faire des croquis, etc. Mais le risque, il est malgré tout mesuré, puisqu'il y a aussi des technologies 3D assez puissantes qui s'intègrent dans le processus BIM et qui permettent d'aller très très loin en termes de créativité. Si on prend ne serait-ce que des exemples comme, je vais prendre des opposés, Zaadid et la complexité de leur bâtiment, ou alors Mad Architects ou BIG, ou etc. Et des exemples beaucoup plus modestes comme avec de l'architecture de qualité comme les White Rabbit Architects ou d'autres architectes en France. On voit des échelles d'entreprises différentes, mais on voit malgré tout, ce sont des entreprises des entreprises d'architecture, des sociétés d'architecture qui travaillent en BIM, mais on voit qu'il n'y a pas du tout de problème de créativité. Après, c'est simplement quel processus j'ai mis en place pour justement toujours garder ce niveau de créativité. D'ailleurs, l'une des questions qui revient aussi souvent par rapport à l'enseignement de l'architecture, c'est: faut-il supprimer l'enseignement des matières importantes comme la géométrie descriptive ou le croquis ou la pratique du nu, etc., à l'avantage de l'utilisation du BIM? Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que les deux sont complémentaires. Il faut continuer à faire du croquis, il faut continuer à faire du nu, continuer à faire de la géométrie descriptive, à apprendre à représenter le bâtiment, etc. Et il faut aussi apprendre ces nouvelles approches aux jeunes générations pour justement leur permettre de trouver eux-mêmes le juste équilibre entre une technique ou une approche de conception, un mode de représentation, parce que finalement le BIM c'est aussi un mode de représentation et un mode d'anticipation de la construction du projet différent par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre-là. Il y a des gens qui créent d'ailleurs totalement numérique, qui vont partir d'un logiciel de modélisation 3D NURBS super puissant et qui vont être capables de vous produire des formes et de le faire évoluer dans le temps au sein d'un environnement BIM. Ça existe aussi. Il y a des gens qui vont vouloir absolument commencer par le croquis et qui très rapidement vont basculer dans un environnement BIM. Dire que c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est en fonction de l'agence, on va trouver son propre équilibre, et du BIM on va extraire les avantages qui vont nous intéresser pour faire telle ou telle chose, faire des études de façade, des études de forme, etc. Et lors de la création d'une agence d'architecture, est-il possible de faire donc, un processus BIM quand on est tout seul architecte donc dans l'agence, ou est-il préférable d'être plusieurs collaborateurs? Alors c'est possible, même quand on est tout seul. Moi je pense à des agences, des toutes petites agences où vous avez 2 personnes. Déjà à partir de 2 personnes, on peut commencer à faire des maquettes BIM, parce qu'il ne faut pas oublier que le BIM c'est pas que pour nous, c'est pas que le BIM solo comme certains l'appellent, mais c'est le BIM vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, architecte, même si je suis tout seul, si demain je décide, je veux être capable de travailler en BIM, déjà, si j'ai la capacité de créer un modèle BIM architecture de mon projet et que je peux le partager avec le bureau d'études pour faire les descentes de charges ou le calcul des besoins en chaud ou en froid du bâtiment, je suis déjà gagnant. Donc je peux le faire tout seul. Je ne vais pas faire du BIM tout seul, forcément je vais le faire avec quelqu'un, des entités à l'extérieur, ou si j'ai un stagiaire ou si j'ai quelqu'un qui vient me rejoindre dans l'équipe, oui, on va pouvoir commencer à faire des choses ensemble. Mais déjà être capable de dire,
je suis capable de faire une maquette BIM, je suis capable de travailler avec une entreprise de construction qui me demande de faire une maquette BIM, c'est déjà gagné, je dirais. On a déjà rentabilisé son investissement. Et demain, d'ailleurs, si je veux répondre à un concours où on m'impose du BIM, parce que c'est ce qui est en train de se passer, je suis capable de le faire. Donc je suis gagnant même à partir d'une ou deux personnes. Et la mise en place ou les formations pour pouvoir prétendre à faire du BIM dans un processus est-il un point important? Oui, c'est un point primordial. C'est-à-dire que penser qu'on va pouvoir se former tout seul dans son coin en regardant des tutoriaux sur Internet ou en lisant un livre, on peut essayer, hein, mais on n'aura pas forcément acquis les bonnes bases. Il vaut mieux faire une formation. La moyenne des formations, en plus, elle n'est pas compliquée dans l'absolu. C'est 5 jours. 5 jours, déjà, vous allez apprendre toutes les bases. C'est-à-dire tout ce que ça implique de faire du BIM, de modéliser un projet d'archi, d'en faire la représentation, d'en extraire les informations, etc. Vous allez apprendre des notions, aborder des notions comme l'interopérabilité, c'est-à-dire que comment est-ce que mon projet, je suis capable de le partager avec d'autres partenaires qui n'ont pas forcément le même logiciel. Donc ça va me former, me préformer à tout cela. Donc c'est incontournable. Parce que si vous n'avez pas toutes ces connaissances de base-là, vous risquez très rapidement d'être bloqué et de ne pas pouvoir finalement échanger avec d'autres partenaires. Après, dans l'absolu, quand on a les moyens et le temps, donc ça c'est quand on est une agence où il y a un petit peu plus de personnes, peut-être 3, 4, etc., l'idéal c'est de faire un projet pilote et de se faire suivre pendant 3-6 mois, c'est-à-dire d'avoir un expert du BIM qui vient vous voir une fois par semaine, qui vient contrôler ce que vous avez fait sur la maquette, après votre formation bien sûr, qui vient vous dire bah, tiens, ici il faudrait que tu améliores telle ou telle chose, là pour la représentation tu devras plutôt procéder de telle ou telle manière. En gros, il va accélérer votre montée en compétences. Si on fait le parallèle, c'est comme un enfant à qui on apprend à faire du vélo. Au début, on lui met les petites roulettes. Un jour, on retire les roulettes. Il commence à être un peu autonome. Et puis après, petit à petit, bon, le vélo, on le fait évoluer. On va commencer le frein avant, le frein arrière, ensuite la notion de dérailleur, les vitesses, comment est-ce qu'on peut aller plus vite, comment est-ce qu'on adapte en fonction du contexte. Et ça, c'est hyper important. Donc, formation, accompagnement, c'est primordial pour le succès d'une implémentation BIM. D'accord. Et quelles sont les erreurs à éviter dans l'utilisation du BIM en tant qu'architecte ou dans une agence d'architecture? Alors, l'une des erreurs, c'est justement de penser qu'on peut apprendre tout seul. Dire, je vais juste acheter le logiciel, et puis je vais me lancer, je vais regarder 2 ou 3 vidéos, puis je vais m'y mettre comme ça. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est si on est dans une plus grosse agence, c'est faire du BIM dans son coin et dire non, mais je vais m'y mettre, de toute façon, il suffit que moi je m'y mette, et puis après, tout le reste va suivre. Ça ne marche pas. Le BIM, c'est vraiment une décision d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le dirigeant de l'agence ou du bureau d'études ou de l'entreprise qui doit comprendre ce que ça va amener comme avantage à sa société et qui doit décider, je veux qu'on mette les moyens, je veux qu'on mette les ressources, je veux qu'on forme les personnes, etc. L'autre erreur, c'est de tout vouloir basculer d'un seul coup. Imaginons, vous êtes une agence de 15 personnes, vous êtes 15 à travailler sur AutoCAD, et du jour au lendemain dire on jette tout ça, on passe tous sur un processus BIM et on va former tout le monde, on va mettre des logiciels BIM partout et ça va marcher. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ensuite, c'est l'une des erreurs aussi, c'est de dire on va se former, donc on forme les gens et puis après il ne se passe rien pendant 6 mois. Dire on n'a pas choisi le projet pilote justement. Bon, c'est pas grave, on va attendre, on aura forcément un jour un projet qui va se dégager et on va travailler dessus. Non,
C'est dès qu'on est formé, c'est faut tout de suite, d'ailleurs, faut l'avoir défini par anticipation, c'est on commence un projet pilote et on se lance. On est conscient du fait que pendant les 6 mois qui vont suivre, il va y avoir une perte de productivité qui est liée au temps d'adoption nécessaire pour être au niveau. Mais après ces 6 mois, 9 mois, etc., on sait que la courbe de productivité va remonter. Donc ça, je dirais que c'est les grosses erreurs. Peut-être une dernière erreur, c'est de ne pas avoir pensé à tout. C'est-à-dire typiquement investir dans des logiciels, mais pas avoir changé ses machines, c'est-à-dire avoir des vieilles machines d'il y a 3 ou 4 ans qui ne sont pas assez puissantes, etc. Du coup, les personnes vont avoir énormément de mal à se servir de leur logiciel BIM parce que c'est pas adapté à notre époque, etc. Donc ça fait partie de la stratégie en fait à réfléchir, à mettre en place quand on passe au BIM. Il ne faut pas y aller au rabais en gros. Ok. Et le BIM est-il un avenir donc, du processus de travail en France en comparaison du modèle anglo-saxon? Alors je suppose que si vous parlez du modèle anglo-saxon, ça doit être le modèle intégré. Ouais. Vous avez les archis, les ingés, etc. Forcément, ça va modifier beaucoup de choses. Je pense pas qu'on en arrivera au système américain où vous avez des boîtes, vous avez 4000 ou 5000 personnes, où vous avez un mélange d'archis, d'ingés, d'entreprises de construction, parce que nos métiers ne s'y prêtent pas forcément. Mais il est clair que on voit de plus en plus de métiers, de profils hybrides, architectes, ingénieurs, etc. On voit de plus en plus d'architectes intégrés dans les entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a justement ce risque si l'architecte ne s'approprie pas le BIM et ne monte pas suffisamment en puissance comme sont en train de le faire les entreprises de construction et les ingénieries, il y a ce risque de soit la diminution, je n'irai pas jusqu'à dire la disparition parce que effectivement le rôle d'architecte il est primordial, mais il y a le risque de diminution de son pouvoir en fait sur le projet, parce que justement on va aller de plus en plus vers des systèmes intégrés à la manière anglo-saxonne. Vous aurez les architectes un peu comme les entreprises du type AREP ou AIA, etc., où vous avez une véritable intelligence de l'intégration de plusieurs disciplines, métiers, etc. Donc il y a toujours ce risque-là malgré tout. Je pense qu'il est minime. D'accord. Et en conclusion, donc des suggestions ou des ajouts à faire par rapport à ce questionnaire? Alors, en conclusion, des ajouts par rapport à ce questionnaire, on a abordé à plusieurs moments dans l'interview, on a abordé la thématique de la formation, on a abordé la thématique de l'enseignement, mais peut-être pas suffisamment en profondeur. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une véritable, quand je dis véritable, le mot est important, une véritable prise de conscience de la part des écoles d'architecture, et d'ailleurs des écoles d'ingénieurs, parce qu'ils ont aussi cette problématique-là, de l'importance du processus BIM et de son impact sur les métiers. Et pour l'instant, il n'y a pas cette prise de conscience de ce que je vois, puisque de toute façon, on sait que chacune des, je crois qu'il y a 20 ou 22 écoles d'architecture en France, chacune a sa propre politique d'enseignement. Et même s'il y a eu, il y a 2 ans, je crois, des séminaires autour de la réflexion autour de l'enseignement du BIM et la maquette numérique. Et encore une fois, je préfère parler de BIM. Malgré tout, dans les faits, même si on peut voir ponctuellement ici et là des initiatives pour
former les jeunes étudiants en archi ou en ingénierie d'ailleurs sur les outils, typiquement sur Revit ou sur d'autres outils. Malgré tout, il n'y a pas cette ambition qu'on peut trouver au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec les filières bac STI ou bac pro, où là il y a une vraie politique volontariste qui oblige les étudiants, c'est intégré dans les sujets du bac d'ailleurs, à maîtriser plusieurs outils BIM, etc., à comprendre ce qu'est un processus BIM, parce que d'abord, je pense que la base, ce serait d'expliquer aux étudiants, comme on leur enseigne le droit ou la résistance des matériaux, il faudrait déjà leur expliquer c'est quoi le processus classique actuellement d'exécution d'un projet. Eh bien, le processus actuel moderne d'exécution d'un projet de construction, c'est on le fait en BIM. C'est quoi le BIM? Le BIM, c'est un processus collaboratif qui implique tous les acteurs du projet. Quels sont les impacts organisationnels, juridiques, en termes d'investissement, en termes de formation, etc. Sans parler même de logiciels A, B, C, D, etc. Et ensuite, donc pour que les élèves comprennent que ce sera leur quotidien quand ils sortiront, 5, 6, 7 ans après. Ensuite, c'est quelle politique on met en place, quelle stratégie d'enseignement de tel ou tel outil mettons en place sur 5 à 6 ans d'études pour que les jeunes soient préparés en sortant de l'école à ce type de processus. Donc est-ce qu'on leur enseigne Revit ou autre, etc. Ou est-ce servir d'une visionneuse? Est-ce qu'on commence par leur expliquer qu'est-ce qu'une visionneuse, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut manipuler une maquette, etc. Comment est-ce qu'on peut utiliser le BIM pour faire des simulations de facteurs de lumière du jour ou de valider des concepts, etc. Et tout cela, encore une fois, pas au détriment de tout le reste. C'est quel est le savant équilibre qu'on va trouver entre les matières classiques, traditionnelles, et ces matières-là qui sont des matières nouvelles finalement. Mais pas quelque part de l'enseignement ponctuel d'un logiciel A, B, C, D, parce que ça ne sert à rien. Et surtout, pour conclure, arrêter de faire un amalgame entre les logiciels de modélisation 3D et les outils BIM qui permettent de faire un processus BIM. Parce qu'un logiciel de modélisation 3D ne fait pas du BIM. C'est un logiciel de modélisation 3D géométrique. Donc faire comprendre que ça va au-delà de tout ça. Il faut absolument préparer les futures générations pour qu'elles soient prêtes sur le marché du travail. Donc je conclurai là-dessus. Voilà. Merci. Merci à vous.